Au sel de la semaine, je me souviens. Ce soir, c'est soir d'élection. Nous allons élire ce soir, avec votre concours, le héros le plus marquant dans l'histoire du Canada français et l'événement le plus marquant de l'histoire du Canada français. D'abord, il y a eu mise en candidature, depuis déjà plusieurs semaines, par l'entremise de la radio, de la télévision, par l'entremise des journaux. Nous avons posé à un vaste public les deux questions suivantes. Quel est le héros le plus important de l'histoire du Canada français et quel est l'événement le plus marquant de notre histoire nationale? Ce soir, c'est soir d'élection. Donc, il y a 10 héros et il y a 10 événements. Pour vous permettre de voter, vous, à l'écoute, nous avons à votre disposition 25 téléphonistes qui, depuis 7h moins quart ce soir, sont occupés à enregistrer vos votes. 25 téléphonistes et 50 lignes. Et pour compiler vos votes, nous faisons appel à cette machine que nous entendons actuellement, qui est un sélecteur électronique. En studio, avec nous, un vaste public qui sera appelé à discuter, à donner son opinion et à discuter avec nos experts. 10 événements mis en candidature ce soir. Et pour avoir la liste de ces 10 événements, eh bien, voici notre historien, rapporteur, M. Noël Vallerand. Alors, au point où nous en sommes, la plus récente compilation électronique, correspondance et appel téléphonique donne les résultats suivants. En 10e position, la crise de la conscription de 1917. En 9e, le rapport Durham. En 8e, le soulèvement des Métis ou l'affaire Riel. En 7e, la crise de la conscription de 1942. En 6e, l'acte d'union. En 5e, le statut de Westminster. En 4e, le gouvernement responsable. En 3e, la Confédération. En 2e, la conquête. Et en première position, la rébellion de 1837. Denis Héroux, à vous la parole. Et maintenant, pour les héros selon la même compilation, je vous rappellerai que c'est sur cette liste seulement que vous, à la maison, vous devez voter par téléphone. En dernière position, en 10e, Georges-Étienne Cartier. Nous avons préféré l'orthographe francophone avec un S de Georges-Étienne Cartier. Samuel de Champlain en 9e. Wilfrid Laurier en 8e. Henri Bourassa en 7e. Dollard Desormeaux en 6e. Le chanoine Groux en 5e. Louis Riel en 4e. Pierre Lemoine d'Iberville en 3e. Louis-Joseph Papineau en 2e. Et le docteur Chénier en première position. Alors, dès maintenant, vous pouvez voter. Nous vous le rappelons, seuls les héros et les événements mis en candidature sont éligibles et c'est normal. Le numéro de téléphone que vous devez composer, vous pouvez le faire immédiatement, je vous le rappelle. Pour la région de Montréal, c'est 321-9470. 321-9470. Pour la région de Montréal, si vous devez passer par l'interurbain, le numéro de téléphone que vous devez composer est le suivant. 861-1151. C'est pour l'interurbain, les frais. Nous payons les frais d'appel. 861-1151 pour l'interurbain. Ben, il y a 3 jours, c'était la fête de Dollard Desormeaux. Et il y a 3 jours, c'était la fête de Dollard Desormeaux. Et d'ici, quoi, un peu moins qu'un mois, ce sera la Saint-Jean-Baptiste. Donc, notre émission ce soir, se situant entre ces deux fêtes nationales, nous allons ensemble tenter de définir si nous pouvons faire l'unanimité autour d'un héros et d'une fête nationale. En studio, nous avons des experts, ce sont des historiens, et je me permets de vous les présenter immédiatement. Tout d'abord, M. Michel Brunet, de l'Université de Montréal. M. Brunet, bonsoir et merci. Ben voilà. M. Denis Vaugeois, du Boréal Express. M. Bonenfant, de l'Université Laval.
et M. Cameron Nish du Sir George William. Bienvenue, M. Nish. Le rôle de nos experts ce soir, c'est de lancer la discussion. Vous serez appelés à participer également. Ce sont eux qui lancent la discussion en défendant, je suppose, un événement et peut-être un héros. Ils ne sont pas obligés de le faire. Mais je rappelle à nos auditeurs à l'écoute que ce sont eux qui votent et que, quels que soient vos propos, il est possible que vous n'influenciez pas le vote. Ce sont les auditeurs à l'écoute qui vont voter. Monsieur Vallerand, vous lancez le débat. Votre héros, si vous le voulez, et votre événement. Bon enfant, si vous permettez. En histoire, il faut être précis. Je suis le seul. C'est pas arrangé, hein? Je suis le pas seul préparé. dans le studio à ne pas savoir. Monsieur Bonenfant. Et écoutez, je vais me montrer courageux dès le début. Je prends un événement qui est presque en bas de l'échelle, le soulèvement des Métis. Et je vais m'expliquer dans un instant. Quant au héros, je le choisis avec l'événement, c'est Louis Riel. J'ignorais qu'il avait une cabale dans la salle, mais tant mieux. Je m'explique. Le soulèvement des Métis, évidemment, pour moi, c'est un événement symbolique, parce que je ne crois pas à l'événement précis, important en histoire. En réalité, l'histoire, ce sont de vastes courants, mais à un moment donné, il y a un événement qui permet de cerner la question. Moi, je crois que le grand événement dans l'histoire du Canada français et dans l'histoire du Canada, c'est un ratage, et je m'explique. C'est le fait que les Canadiens français aient été vraiment limités au Québec, qu'on n'ait pas réussi à créer dans l'Ouest canadien, comme on le projetait d'ailleurs au début, qu'on n'ait pas réussi à créer quelque chose de français qui aurait établi l'équilibre au Canada. Et je crois que cela, c'est dû au fait que les deux révoltes de Riel ont raté, c'est dû au fait que Macdonald a choisi, Macdonald ne l'a pas voulu, et c'est dû au fait aussi que l'immigration dirigée par Sifton à partir de 1996 a inondé le Canada d'Anglais. Moi, je pense que l'équilibre canadien aurait été très, très fécond si on avait eu le Québec et si on avait eu l'Ouest français. Si les Canadiens français qui sont allés aux États-Unis étaient allés dans l'Ouest, si on avait créé un Canada qui aurait été équilibré, si vous voulez, du côté français, je crois que la face des choses aurait été changée. C'est pour ça que, pour moi, l'événement, c'est pas la conquête, c'est pas la rébellion. J'aime mieux un événement qui n'a pas eu lieu, mais qui, s'il avait eu lieu, aurait eu de l'importance, c'est la rébellion. Quant aux héros, je n'aime pas beaucoup l'expression héros. Moi, je crois que ce sont les peuples faibles qui se créent des héros, mais nous devons être faibles. Et dans le héros, il y a toujours du mythe. En histoire, les mythes sont dangereux. Oui. Mais malgré tout, malgré ses insuffisances, malgré sa folie messianique, si vous voulez, je crois que Riel, c'est un grand bonhomme, malgré tout. Je crois qu'il a senti d'une façon confuse, peut-être, mais il l'a senti viscéralement, si vous voulez, qu'il fallait créer quelque chose de français dans l'Ouest. On a été malpropre à son égard, il n'était peut-être pas toujours très intelligent, mais je crois qu'il mérite de rester comme un mythe représentant le ratage des Canadiens français dans l'Ouest. Monsieur Bonenfant, vous aurez l'occasion de défendre votre héros un peu plus tard. Alors moi, comme événement marquant, j'ai choisi un événement qui n'est pas symbolique, qui est vraiment arrivé. C'est la conquête. Pour moi, la conquête, ça marque la fin d'une colonisation française dans la vallée du Saint-Laurent. Ça marque le début d'une colonisation anglaise, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis dans un pays bilingue pour certains, dans un pays anglais pour d'autres. Pour moi, c'est évidemment l'événement marquant de l'histoire de la vallée du Saint-Laurent, de l'histoire du Canada français. Mon héros se rattache à cet événement marquant. C'est un bonhomme qui a pressenti cet événement, qui a prévenu ses supérieurs, qui a prévenu la métropole. C'est un bonhomme qui, dans sa jeunesse, a eu une jeunesse d'ailleurs assez exubérante, qui d'ailleurs n'est pas fait pour me déplaire. Pierre Lemoine d'Iberville. Il a une cabale extraordinaire. Oh, oui. Oui, il faut dire que j'ai été aidé à coups de millions durant toute l'année. Oui. C'est mieux que le film. Dans 15 secondes, M. Rojoy. D'Iberville appartient à une famille formidable. Il a des campagnes à la baie d'Hudson qui sont merveilleuses. La campagne de Terre-Neuve avec 124 hommes, il vient en bout de 1838 Anglais. On n'a pas fait mieux. Le dessert, c'est que d'Iberville a choisi d'aller mourir à la Havane. Et je pense que Guevara ou Castro, Guevara maintenant plus, mais Castro doit attendre le moment opportun pour nous rendre les restes de Pierre Lemoine d'Iberville. M. Rojoy, je vous remercie infiniment.
Là, décidément, je me dois de donner la parole à M. Lich. Comme étranger, Comme invité, M. Lich. on se sent mal des fois. Pour moi, l'événement, la conquête m'a modifié un peu. Pour commencer, ça m'a donné certains privilèges comme anglophone. Mais plutôt que la conquête, c'est la conception de la conquête du chanoine Groulx. Parce que je ne crois pas que la conquête en soi, c'est l'événement le plus important de l'histoire du Canada français, mais plutôt la conception de l'historien de la conquête. Et je crois que M. Vaugeois est un résultat typique de ce que je pourrais appeler l'influence de Groulx, passée par l'entremise des disciples, Frégault, Brunet, Séguin, etc., etc. Et comme influence sur le Canada français contemporain, la conception de la conquête et le séparatisme ou le crypto-séparatisme ou johnsoniste séparatiste en suit naturellement. Pour mon héros, c'est Louis-Joseph Papineau. Parce qu'il n'a rien fait. Là, M. Lich, là. M. Lich, il faut que je vous donne un 15 secondes de plus pour vous expliquer, là. On a là-bas, dans le fond de la salle, je me souviens, le motto devrait être les mots. Parce que les héros pour les Canadiens français sont ceux qui parlent mais ne font rien, qui ont la semblance de conduire une révolution sociale par des grands bourgeois qui retiennent absolument à garder le système. Monsieur Lich, j'ai l'impression que vous allez avoir à causer ce soir. Et d'ici là, nous allons écouter M. Brunet. Alors, pour l'événement, tout le monde sait que la conquête m'a conquis. Alors, j'en demeure là. Et d'ailleurs, pendant la liste qui est là, nous pouvons dire que plusieurs événements sont là parce qu'il y a eu une conquête, autrement, ils n'y seraient pas. Pour le héros, l'historien n'a pas la tâche de choisir des héros. Les grands peuples n'ont pas de héros. Ils ont une galerie de grands hommes, mais ils n'ont pas de héros. Moi-même, je choisirais une institution, c'est le clergé, et s'il faut un homme, c'est Monseigneur Ignace Bourget. Je m'expliquerai. Là, des réactions dans la salle et votre propre sourire laisse entendre qu'il y aurait des explications à donner. Oui. Les fils de Bourget qui sont... Parce que tantôt, on en parlait de ceux qui n'ont rien fait, le clergé a fait quelque chose. C'est la différence. Là, une explication qui n'est pas complète, mais je pense que c'est intentionnel et on va rester là-dessus, M. Brunet. C'est bien ça que vous voulez? Bon. Eh bien, dans un moment, il est certain que vous avez des choses à dire. Je le sens, je le vois. Mais pour l'instant, nous allons passer immédiatement à un premier résultat. Je vous rappelle que les votes entrent depuis ce soir à 7h moins quart. Tout d'abord, c'est la liste des événements et je demanderai à M. Vallerand, et là je ne fais pas erreur sur le nom, de bien vouloir nous donner les premiers résultats, les événements mis en candidature. Nous avons eu plusieurs suggestions amusantes. Je me permets d'en relever quelques-unes. Par exemple, la date de naissance de Pierre Elliott Trudeau, la date de naissance de René Lévesque, la fondation de la première brasserie en Nouvelle-France, l'arrivée des filles du roi et, tenez-vous bien, la fondation de Radio-Canada. Mais, vous n'êtes pas habilité à voter pour ces suggestions. Nous nous en reportons au tableau que vous avez vu tout à l'heure. Je vous fais part de quelques changements. L'acte d'union est resté en 6e position. Le soulèvement des Métis est passé de la 8e à la 5e. La Confédération et la Conquête sont stationnaires, 3e et 2e respectivement, de même que la crise de la conscription en 10e position. La crise de la conscription de 1942 a baissé d'un cran en 8e position. Le gouvernement responsable demeure stationnaire, de même que le rapport de Rome en 9e. La rébellion de 37 est toujours en tête et le statut de Westminster est en perte de vitesse. Il passe de la 5e à la 7e position. Denis Héroux, à vous maintenant. Moi, je ferai simplement remarquer que dans les positions, il n'y a pas tellement de changements. Et profitant de cela, je vais plutôt vous faire connaître les résultats au niveau des chiffres. Si vous voulez les faire connaître, mademoiselle. Ah, donc, vous remarquez en dessous, Cartier, 68, Champlain, 84,
Laurier, 126. Henri Bourassa, 141. Dollard des Ormeaux, 220. Le Chanoine Groux, 444. Louis Riel, 474. Pierre Lemoine d'Iberville, 761. Louis-Joseph Papineau, 923. Et le docteur Chénier, 1483. Je voudrais rappeler de voter pour les téléspectateurs sur cette liste seulement. On doit éliminer également des noms, comme M. Valeron le disait tout à l'heure, de gens qui nous suggèrent d'autres personnes. On vous rappelle, c'est la liste qui a été établie avec le courrier. À vous, Pierre. Bon, alors pendant que les votes continuent à rentrer, c'est certain, c'est un monsieur qui est ici au microphone numéro 2, je pense. Ne vous gênez pas, vous pourrez vous approcher des microphones, vous adresser aux experts ou parler entre vous. Et c'est la même chose pour vous, bien sûr, bien sûr. Allez-y, microphone numéro 2. J'ai remarqué des gens qui défendaient, par exemple, Louis Riel. Évidemment, il a posé un geste extraordinaire, mais il faut quand même penser que s'il avait gagné Louis Riel, nous en serions au même point actuellement, tant qu'à la position des Canadiens français dans l'Ouest. Non, non. Ben, Écoutez... à mon avis, l'immigration n'a jamais joué en notre faveur dans l'Ouest. Moi, je fais de Riel et du mouvement un symbole. Je crois qu'un événement, ça ne compte pas. C'est toujours une série d'événements. Vous essayez d'imposer une présence française là-bas. Écoutez, la première constitution du Manitoba était tout de même une constitution semblable au Québec, qui tenait compte du fait français. Et si on avait peuplé l'Ouest de Français au lieu de les envoyer dans les factories de coton des États-Unis, ben je crois que le Canada aurait changé et que le Canada français aurait été plus puissant. Riel n'est qu'un symbole pour moi. Est-ce que Riel a gagné au Manitoba? Non, il n'a pas gagné, mais un événement, ça peut être un ratage aussi. Vous avez trop tendance à regarder l'événement comme quelque chose qui a réussi. Mais quelque chose qui n'a pas réussi, dans sa non-réussite, c'est un événement. Oui, mais... si vous permettez, M. Bonenfant, j'aimerais bien poursuivre aussi. J'aimerais aussi rappeler à M. l'historien de Sir George, il y a évidemment plusieurs politiciens canadiens-français qui ont beaucoup parlé et qui n'ont pas passé aux actes. Alors, je voudrais défendre un qu'on n'a pas beaucoup parlé et dans nos livres et ici ce soir. Il est installé assez confortablement. J'aimerais justement que l'auditoire résonne en sa faveur. Il s'agit de c'est-à-dire du docteur Jean Chénier. La valeur de Chénier est la suivante, selon moi, c'est-à-dire qu'elle était basée sur des principes naturels, la souveraineté. Trop courte, disons, ou diront certains historiens de chez nous, trop courte son apparition dans l'histoire. Je vous interromps 2 secondes et je vous en donne encore 30. Alors, certains historiens diront trop courte est son apparition dans l'histoire, mais il ne faut pas oublier, et je persiste à dire, que c'est le grand héros de notre histoire. Je crois bien d'ailleurs que jusqu'en 1905, il est resté dans la mentalité des gens un grand héros. Et après 1905, malheureusement, certains responsables de l'éducation et peut-être certains responsables du haut clergé nous ont glissé d'autres héros comme Dollard des Ormeaux. Merci, monsieur. Alors, vive Au Chénier. microphone numéro 3. L'homme pour lequel je vote est le chanoine Lionel Groux. Depuis 1912, il n'a cessé d'être à l'avant de la nation canadienne-française, indiquant à la nation canadienne-française quels étaient ses devoirs, face à la conquête, face aussi à son avenir. Il a été le premier homme parmi le haut clergé à guider les Canadiens français vers un État français en Amérique du Nord. Dès 1937, il n'a cessé de parler de l'émancipation des Canadiens français en Amérique du Nord et au Canada. Merci, c'est charmant. Est-ce que vous sentez le besoin d'ajouter quelque chose? Moi, je trouve que l'éloge du chanoine Groux est très bien, mais c'est pas ça un héros. Un héros, c'est quelque chose de mythique un peu. Quelqu'un a un héros mythique pour répondre à M. Bonenfant. M. Bonenfant, est-ce qu'il ne serait pas bon de rappeler aux panélistes historiens qu'on est à la recherche de héros et pas tout à fait de symboles? Des personnes qui ont véritablement existé, qui se sont battues réellement pour une cause. Or, il s'agit ici, je crois, la question qui est posée, c'est de savoir si le héros qu'on choisit est un héros qui serait approprié à la nation québécoise, aux Canadiens français. Or, à mon avis, mon humble avis, celui qui actuellement est en tête, Dr Chénier, répond justement à cette définition du héros québécois. C'est ça l'objet de l'émission. C'est de se chercher un héros qui correspond
Mais ce qui ne correspond pas plutôt à vos sentiments d'aujourd'hui qu'au rôle qu'il a joué dans l'histoire. C'est un héros pour aujourd'hui, Monsieur Bonenfant. Merci de votre avis. C'est pas pour hier, c'est pour aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en voudrais savoir si j'ai bien compris. Monsieur Bonenfant est d'accord? Non, non. Je ne dis pas que c'est mon héros, mais je comprends que ce soit le héros de beaucoup de gens parce qu'ils projettent dans le personnage leurs sentiments d'aujourd'hui. C'est légitime. Oui, là, mais monsieur Bonenfant, vous savez comment cela est lié à un moment? Si, à l'époque où nous étions étudiants, nous aurions choisi le statut Westminster comme événement. Ça n'aurait pas été gai. Et puis, nous aurions choisi peut-être, je ne sais pas, Henri Bourassa. J'aurais choisi Louis Riel aussi. Ah, ben peut-être que le geste de Louis Riel vous a marqué un moment de votre vie. Il faudra faire votre psychanalyse à ce moment-là. Ce que je ne comprends pas, c'est la passion pour Papineau. Alors, là, je ne comprends pas. Il n'y a personne qui le défend maintenant. Il y aura sûrement quelqu'un qui viendra défendre. Il y a sûrement quelqu'un qui va venir défendre M. Papineau. Il y a la tête à Papineau. Qui viennent. Mademoiselle, qu'est-ce que c'est? Avoir l'adhésion de M. Brunet en lui disant que si le Canada avait une société aussi cléricale, il lui faut un lemoine comme héros. Voici, disons que je pense que M. Bonenfant, tantôt, parlait d'un héros. C'est une notion d'héros qu'on a encore chez nous. C'est un peu une notion d'héros mythique, d'accord? Mais je pense que ça fait un peu David Crockett, si vous voulez. Je pense qu'il existe quand même une notion du héros qui est un peu plus moderne, qui est celle de celui qui a su assumer, si vous voulez, le destin d'un peuple, qui a su se hisser au-dessus des mesquineries quotidiennes et souvent, d'ailleurs, tracer à ce peuple, si vous voulez, un destin qui soit un destin sinon idéal, du moins raisonnable. Je pense que Groulx, et c'est son mérite, a dû lutter contre une bourgeoisie qui était bonententiste, qui était déjà assimilée d'ailleurs. Ça a été le grand mérite de Groulx, je pense, et ceci est fondamental, d'essayer de donner aux Canadiens français cette notion d'un État canadien-français et de ce que j'appellerais, si vous voulez, le salut collectif et non plus le salut des individus. Je pense que ceci, c'est essentiel. Et si aujourd'hui, on parle du Canada français et de l'État français et qu'on a une notion du succès qui n'est pas celle des individus, je pense qu'on doit en bonne partie à Groulx, qui, dès 1922, parlait déjà de la nécessité pour une nation de s'incarner dans une forme politique qui soit une forme qui lui permette de se structurer et d'être maîtresse de son destin. Merci beaucoup. Oh, oui, après, M. Niche. Et après, M. Brunet. Vous permettez, M. Brunet? Après M. Brunet? Non, M. Niche, je vous en prie. Avant, merci. Je veux défendre un peu Papineau. Parce que comme héros, je le crois, qu'il peut tenir la position parce qu'il encadrait les aspirations de la société ou de la nation canadienne dans le 19e siècle. J'en fais une critique en disant qu'il n'a pas fait grand-chose, mais je crois que pour le moment du 20e siècle, comme au temps de Papineau, il faut des mythes pour que le peuple du Canada français puisse survivre. M. Brunet? Non, justement, moi, je disais, l'analyse que vous faites de Papineau rejoint l'analyse que faisait M. Robichaud du Chanoine Gros. À ce moment-là, vous vous placez en historien. L'historien n'est pas chargé de créer des héros. Alors, eh bien, on peut évaluer une contribution soit par l'image qu'on s'en est faite, ou une contribution réelle, peu importe. Mais en réalité, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas prendre un héros, quelqu'un qui est mort dans son lit, ou qui a dépassé 35 ans. Hein? Bon, ça, c'est un fait. Monsieur Brunet, quel âge avez-vous? Dans toute l'histoire, d'ailleurs, je l'ai dit tantôt, les grandes sociétés n'ont pas de héros. Quels? Allez-vous me dire que l'Angleterre en a un en particulier? Qui? L'Angleterre, par exemple. Plusieurs. Ben, c'est ça, il y a des galeries de grands hommes. Monsieur Bonenfant sera charmé. Le soulèvement des Métis ou l'affaire réelle monte. Elle est rendue en 4e position. La Confédération, la Conquête et la Rébellion de 37 maintiennent leur allure, respectivement première, deuxième et troisième position. Je crois que c'est à peu près tous les changements dignes de mention. Nous vous reviendrons dans quelques instants pour plus de détails. Je vais vous passer maintenant à Denis Héroux. Moi, je dois d'abord signaler que, bien sûr, le docteur Chénier se détache. Il a 17-13 voix, malgré évidemment qu'aucun des experts l'ait conseillé. Vous remarquerez également que Louis-Joseph Papineau est pressé de très près par Pierre Lemoine d'Iberville. Pierre Lemoine d'Iberville, qui est certainement celui qui a fait une plus grande remontée depuis le début de l'émission. Il approche, il a 100 voix de différence. Louis Riel, 633. Lionel Groulx, 559. Une bonne remontée pour lui également. Dollard des Ormeaux, 251. Bourassa, 171. Laurier, 162. Samuel de Champlain, 96. Et Georges-Étienne Cartier, 91. Nous avons donc près de 6000 appels. Il faut continuer. Je pense que l'équilibre va changer d'ici quelques instants. Merci, monsieur. D'accord. Un héros, c'est... Jean Ledoux est un gendarme. Bon,
J'ai une admiration sans Moi borne pour aussi, lui. on, Pour moi, on c'est s'entend. c'est pas ce que j'appelle un héros. C'est pas un héros, le chanoine de Grou. C'est pas un héros. Même Papineau n'est pas un héros. Ah non, Il a vécu certainement trop longtemps pour être un héros. ça, j'ai Il dit. est devenu gâteux à la fin de sa vie. Il y avait peut-être Dans quelque pays que ce soit, les vieillards ne sont jamais des héros. Non. Est-ce que je peux poser une... Ah, monsieur Ney, je vous en prie, voyons. Bien, moi, je veux demander une question à M. Vaugeois. Pourquoi qu'il a choisi le pirate d'Iberville? Oh, écoute, le pirate Le pirate, il a vu le film cet été. À ce régime-là, l'Angleterre va être obligée d'en démolir des statues. Alors. Oui, mais... Monsieur, on revient à vous dans une minute. Madame, au microphone numéro 3. Ah oui, je vous avais promis. Tout de suite après. Madame. Moi, je vais vous dire, c'est pour Louis Riel. Très bien. Et puis, je voulais dire beaucoup, mais M. Bonenfant, il était gentil, il a tout dit pour moi. Et puis, en plus, on a eu des monuments dans Montréal. Dollar, enfin, Iberville, ils sont tous là. Même Nelson. Pourquoi pas Louis Riel? Il en mérite un, lui, ici. Merci beaucoup, madame. Je pense que ça vous fait plaisir. Là, vraiment, au numéro 2. Microphone numéro 2. Encore une fois, la population d'expression française a été trahie par, si l'on peut dire, son élite. Aucun des historiens au début de cette émission n'a choisi le docteur Chénier et aucun des historiens n'a choisi la rébellion de 1937. Heureusement, la population d'expression française, je présume, se venge et les pousse en avant. En deux mots, Chénier est le héros authentique et le héros d'expression française. Chénier avait 31 ans. Il était médecin. Il aurait pu gagner sa vie honorablement à coups de bistouri. Il a pris le fusil, un fusil comme ça. Il est allé se battre contre des canons, puis il s'est fait tuer. Il avait 31 ans, il était marié depuis 6 ans, il était à la plus belle époque de sa vie, et probablement au milieu de sa lune de miel. Quant à la rébellion de 1837, c'est la première fois que les Canadiens, les authentiques, ceux qu'on appelait les Canadiens au début du régime anglais et à la fin du régime français, c'est la première fois que les Canadiens se sont affirmés. Ils ont voulu s'affirmer par les méthodes parlementaires au début, avec Papineau, mais Dieu sait, on le sait encore de nos jours, les paroles ne vont pas loin. Ils ont pris encore une fois leur fusil, ils sont morts et non dans leur lit. Et je termine par, je crois, un épitaphe qui a été écrit au sujet de Chénier. Il a péri dans la lutte, mais il triomphera dans l'histoire. Je me permets un commentaire négatif. Si Chénier est mort à 31 et la rébellion de 37 n'a duré que quelques mois, je trouve que c'est un peu ridicule d'en faire des événements héroïques. Si l'insuccès... D'ailleurs, on est obligé de créer quelque chose d'artificiel. On vient avec un fusil, on fait du théâtre pour le représenter. Ah, je proteste. C'est vrai. Parce que M. Langlois a quand même accusé les historiens. Je voudrais qu'il se rappelle que j'ai bien dit que la tâche de l'historien n'est pas de créer des héros. Bon. Et j'ai dit que parmi les événements que l'on indique, il est bien évident que la rébellion de 1937 et la conquête, je l'ai dit tantôt, c'est les mêmes événements. Un est venu parce qu'il y a eu l'autre. Bon, il y a eu la découverte du Canada aussi. On peut remonter loin. Oui, mais dans la ligne de l'événement. Oui. Dans la ligne de l'événement. Et c'est bien évident que si j'avais à choisir un héros, c'est bien évident que Chénier réunit les qualités dont j'ai parlé tantôt. Mais comme historien, ma fonction n'est pas de choisir des héros, c'est d'expliquer ce qui s'est passé, c'est tout. Au microphone numéro 4, vous avez été patient. Bon. Nous, on veut choisir un héros, puis on a trouvé notre héros. Le héros, c'est un homme d'action. Mao. Riel. Notre héros, c'est un homme d'action, c'est vrai. Le héros, c'est un symbole, c'est une conception, c'est un mythe, c'est tout ça engendré. D'ailleurs, on a ici quelques petites citations qui ont même été écrites par le chanoine lui-même, Lionel Groulx, qui disait de Louis Riel, « J'imagine assez volontiers dans un recul lointain, 1 ou 2 000 ans d'ici, alors que pourra s'écrire l'histoire impartiale, un volume avec ce titre, « La naissance du Manitoba ». Orné à son fronticide de la silhouette d'un jeune homme,
de 25 ans, robuste, haute prestance, bouche éloquente, œil brillant et magnétique, et ce serait Louis Riel. T'es en train de me convaincre, vous, là. Merci beaucoup. Écoutez, lui, il en a fait 2 révolutions. Il s'est pas contenté d'une. 2. Monsieur, au microphone numéro 1. Monsieur Bonenfant, oui. Vous avez remarqué des fusils. Cette fois, remarquez donc une pipe représentant un sagamo ou un huron ou algonquin. Oui. Alors, ceci rappelle le traité d'alliance du 9 juin 1603, Champlain-du-Pont-Gravé, le sagamo montagnais Anadabijou, et puis le sagamo Outaouais de la famille Cipirini, Tessoua. Ce traité d'alliance faisait du Canada un pays de langue française, français, hurons et algonquins. Alors, je trouve aujourd'hui effroyable de voir combien les notions sont faussées. Au fond, le Canada, c'est un pays français. Non, ce n'est pas la Confédération. Ce n'est... Minute. Pardon. Pour être fidèle à votre thèse, c'est un pays bilingue, Huron et français. Huron, algonquin et français. Oui, c'est ça notre bilinguisme. Huron, non, algonquin c'est pas bilinguisme. Et français. Pas bilinguisme. Non, le bilinguisme ne date que de la conquête effroyable qui nous est tombée dessus. Alors, la Confédération en est une autre conséquence effroyable. Oui, mais on a conquis les Indiens, nous autres. Monsieur. Bon. Alors. Mon enfant, aidez-moi. Hey, je suis pas fini. Louis Riel. Bon. Quant à M. Niche, il parle de mythe. Mais non, un héros. Mais ce sont des gens qui se sont dévoués de toute leur âme à une cause. Cette cause peut être militaire, elle peut être politique, elle peut être de colonisation, elle peut être également d'histoire. Et c'est pour ça que le chanoine Gros est grand, c'est qu'il a enveloppé tous ces domaines sans avoir pour autant avoir tiré un coup de fusil. Et cela ne nous oppose pas du tout à Chénier. Quant à celui qui parlait de Chénier tantôt, remarquez une chose. Chénier se battait pour l'indépendance du Canada, parce qu'à ce moment-là, le Québec n'existait pas. Merci, monsieur. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas continuer. Merci. Vous avez voté pour M. Gros. Le microphone numéro 2, vous avez été extrêmement patient. Merci. Tout d'abord, je me réjouis de voir que ceux qui ont comploté, qui ont fabriqué la Confédération, sont en bas de la liste. Pour moi, ces gens-là symbolisent le compromis, toujours le compromis et la soumission. On n'en veut plus. Si vous voulez bien, l'événement est le héros. Maintenant, tant que Chénier et Papineau, ce sont des personnages qui me sont sympathiques, mais malgré tout, il faut se souvenir que ces gens-là appartiennent à une période noire de l'histoire du Canada. N'oubliez pas, je suis très sympathique à Chénier. N'oubliez pas quand même que 1837-1838, c'est la défaite. Et tout suit après, l'acte d'union, la Confédération. Maintenant, le personnage dont j'aimerais faire la promotion ce soir, c'est Pierre Lemoine d'Iberville. Il n'y a rien à faire. Pourquoi Pierre Lemoine d'Iberville? Écoutez, ce soir, on est venu ici pour choisir une image qu'on peut présenter à une nation jeune, à une jeunesse. Mais une jeunesse, ça veut un personnage gagnant. Puis d'Iberville, c'est un gars qui a toujours gagné. Puis il les a battus, lui aussi, les Anglais. Il les a battus. Chénier, lui, il s'est fait battre. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bon. S'il vous plaît, si on veut en arriver à cette unité dont nous avons parlé au tout début de l'émission, il est grand temps de retourner à nos historiens rapporteurs qui procèdent maintenant à une première élimination et qui vont nous donner plus de détails sur les candidats, c'est-à-dire les héros et les événements qui demeurent en lice. Nous commençons par les événements, c'est donc M. Vallerand. Alors désormais, vous ne votez plus que sur les 3 événements dont nous allons vous parler. Si les pères de la Confédération se portent mal, la Confédération pourtant se porte assez bien. Elle est en 3e position. Voici quelques commentaires. Globalement,
Globalement, la Confédération est la réponse qu'ont apporté les colonies de l'Amérique du Nord britannique à la menace d'intégration économique et politique aux États-Unis. Il s'agissait de former un marché commun des colonies d'Amérique du Nord qui reposerait sur un axe commercial artificiel Est-Ouest dont l'épine dorsale serait le chemin de fer. Les étapes, 1864, conférence de Charlottetown, les émissaires du Canada uni parviennent à vendre aux représentants des maritimes l'idée d'un grand Canada qui s'étendrait de l'Atlantique au Pacifique. Quelques semaines plus tard, conférence de Québec, où l'on s'entend sur le principe d'une union confédérale. Il est à noter que la Confédération n'est pas le résultat d'un vaste mouvement populaire. Elle est l'œuvre d'un petit groupe de politiciens avisés qui avaient reçu en la circonstance la bénédiction des grands de la finance. En deuxième position, la conquête, qui se maintient là depuis le début du scrutin. La conquête est la conséquence d'une lutte séculaire que se sont livrés deux centres de colonisation pour l'hégémonie du versant est de l'Amérique du Nord. Deux empires coloniaux, l'Empire français, la force, l'espace. L'espace qui lui donne le contrôle des voies de communication intérieures, l'ascendant sur les Indiens et l'hégémonie du commerce des fourrures. Mais des faiblesses graves. L'Empire est peu peuplé. Cette population, d'ailleurs, ne recevra qu'un appui limité de sa métropole. Métropole avec laquelle la colonie n'a que des relations économiques, disons, qui souffrent d'une absence de complémentarité. Enfin, l'Empire anglais, au contraire, est ramassé sur le littoral de l'Atlantique. Il est très compact. Il jouit d'une économie relativement diversifiée. Il est accessible à l'année longue. Et sa métropole l'appuiera. La guerre de la conquête, c'est la mort de l'Empire français d'Amérique. Comme nous avons pu constater ce soir, pour certains, la conquête est la source d'une triple aliénation permanente pour les Canadiens français, tandis que d'autres historiens prétendent au contraire que la conquête n'est qu'une étape dans l'histoire du Canada, une étape peu significative dont les inconvénients ont été largement compensés par l'apport économique et politique des Anglo-Saxons. Et maintenant, en première position, la rébellion de 1937, qui ne semble pas vouloir démordre, d'ailleurs. Globalement, la rébellion de 1937 fait suite à une grande crise, à une très longue crise économique, politique, sociale et nationaliste. Politique en ce sens que les députés élus de l'Assemblée se heurtent d'une façon à peu près systématique au mauvais vouloir des conseils dont les membres sont désignés plus ou moins arbitrairement par le gouverneur. Une crise économique, c'est-à-dire la crise du blé qui engendre la paupérisation des campagnes, surtout dans la région de Montréal, et qui dispose les paysans à l'agitation. Une crise sociale qui est très importante. On assiste plutôt à l'émergence d'une petite bourgeoisie professionnelle, surtout d'expression française, qui conteste l'hégémonie de la grande bourgeoisie commerciale anglaise. Et enfin, une crise nationaliste, c'est-à-dire qu'à quelque plan qu'on se place, les réformateurs ou les revendicateurs sont en majorité des Canadiens français et que les nantis sont des anglophones québécois, ce qui ajoute bien sûr à l'ensemble un caractère explosif. La révolte de 1937, elle tourne à vide, elle est limitée à la seule région de Montréal et les patriotes ont commis l'erreur de refuser la guerre de harcèlement. La répression est efficace et elle est brutale. En conséquence de tout cela, bien sûr, la venue au pays du Lord enquêteur de Rome et très bientôt l'Union de 1840. Maintenant, on doit noter qu'à la suite de cette révolte avortée, la menace de sécession du Québec est écartée pour plus de 3/4 de siècle. Alors voilà, maintenant à vous, Denis Héroux, pour les événements. Si on prend les héros, on va s'apercevoir que la distance entre chacun est beaucoup plus mince et qu'elle peut varier de minute en minute. Déjà, elle a changé depuis le moment. On commence en troisième position avec Louis-Joseph Papineau, parce que si on essaie de résumer très rapidement, à partir même de ce qui a été dit ce soir, déjà de son vivant, ses contemporains le considéraient comme un demi-dieu. À 24 ans, il entre dans l'arène parlementaire, une stature imposante, une voix pleine et sonore, une éloquence encore plus véhémente qu'argumentative en ont fait définitivement le chef du Parti canadien à l'Assemblée. Il n'avait qu'un but, réveiller son peuple de l'engourdissement dans lequel il sombrait. Il dit ne pas vouloir d'insurrection, mais le ton, l'accent, le torrent de ses discours la prépare. D'un tempérament violent et obstiné, il saisit difficilement une conjoncture de plus en plus mouvante et évalue mal le rapport des forces. Le cœur l'emporte sur la raison. Entraîné dans un moment de révolte, il en refuse la direction au moment opportun. De retour au Canada après un exil, il a perdu son ascendant, mais il demeure un mythe vivant. Ce magnifique tribun populaire, ce grand seigneur républicain, a eu peut-être le malheur de survivre à son personnage. 1250 voix. En deuxième, de très près, Pierre Lemoine d'Iberville.
Pierre Lemoine d'Iberville est le plus grand marin et le plus grand soldat qu'ait produit la Nouvelle-France. À l'âge de 13 ans, il commence son apprentissage sur les vaisseaux dans la marine française. De retour au Canada, il s'affaire à déloger les Anglais des voies d'accès de la Nouvelle-France. Ces prouesses, nous en avons parlé tout à l'heure en Acadie, à Terre-Neuve, dans la baie d'Hudson, paraissent quasi invraisemblables. Mais d'Iberville est plus qu'un vaillant combattant. Il a aussi une profonde compréhension des phénomènes géopolitiques. Déplorant le fait que l'Amérique française progresse plus vite que l'Amérique anglaise, Pierre Lemoine cherche à freiner cette poussée des Anglais vers l'intérieur et tente de coloniser l'embouchure du Mississippi. Pierre Lemoine devient le premier gouverneur de la Louisiane. En pleine exécution de ses projets, il meurt à la Havane, terrassé par les fièvres. Il n'a que 45 ans. L'Amérique française perdant en lui le meilleur guerrier de son histoire. En première position, le docteur Chénier. Quand, en décembre 1837, à la suite des batailles de Saint-Denis et Saint-Charles, les opérations militaires se transportèrent dans le comté des Deux-Montagnes, déjà le sort de l'insurrection était décidé. Faute d'avoir pratiqué une guerre de harassement et d'escarmouches, les patriotes jouaient une partie perdue. Aussi, les insurgés, incapables d'enrayer l'avance des troupes anglaises depuis Sainte-Rose, reculèrent à Saint-Eustache et se barricadèrent dans l'église, le presbytère, le couvent et les maisons avoisinantes, résolus à vendre chèrement leur peau. Le jeune docteur Chénier, il avait qu'une trentaine d'années, leur chef ne disposait que de 300 hommes mal équipés. Colborne, à l'opposé, disposait de 1300 hommes bien pourvus et de plusieurs pièces d'artillerie capables de transformer en passoires les bâtiments où s'étaient réfugiés les patriotes. C'est à peu près ce qui se produisit. Coincés dans l'église devenue la proie des flammes, Chénier et une cinquantaine de patriotes moururent brûlés ou tombèrent sous le tir des assaillants en tentant de s'enfuir. Quelques 75 patriotes au total moururent à Saint-Eustache et un peu plus d'une centaine d'autres furent faits prisonniers. Donc, nous vous demandons, à vous téléspectateurs, s'il vous plaît, de concentrer votre vote que sur ces 3 héros et sur les 3 événements. À vous, Pierre. Bon, ben voilà. Merci beaucoup, Denis Hérault. Alors, je vous rappelle qu'il ne reste maintenant que 3 candidats en lice. Il ne reste que 3 héros et que 3 événements. On ne peut plus voter ni discuter sur d'autres que ces candidats qui demeurent en lice. J'ai envie de demander à ces messieurs si on peut en arriver peut-être à un consensus en oubliant vos vieilles allégeances si vite, en vous demandant d'être infidèle à votre première idée. Est-ce que vous vous retirez ou si vraiment vous pouvez défendre... Est-ce qu'il faut jouer à l'intérieur de ces 3-là? Là, à l'intérieur de ces 3-là. Bon, moi, voici, je crois que j'ai compris ce que c'était qu'un héros, du moins ce que les gens appelaient un héros, et je comprends qu'on choisisse le docteur Chénier. Je comprends. C'est pas mon choix personnel, mais je comprends qu'on le choisisse. Monsieur Brunet. Bien, justement, M. Bonenfant reprend ce que j'ai dit tantôt. Oui. C'est que dans le cas de Chénier, vous avez une image. Je crois que les remarques que l'on faisait tantôt au sujet de d'Iberville sont très valables. Et si on veut en choisir un, choisissons-en un qui a été vainqueur. Mais à ce moment-là, il est évident que, comme celui qui a cité tantôt ce poème, où on disait qu'il pourrait vaincre dans l'histoire, souvent l'histoire vient consacrer ceux qui ont réussi et ignore ceux qui ont échoué. Oui. Alors, j'en suis à peu près à la position de M. Bonenfant en ce moment-là. Bon, sentimentalement, je veux bien trouver Chénier sympathique, mais j'en démords pas. Pour moi, d'Iberville, c'est celui qui a réussi. Il est trop loin pour notre siècle, trop loin. J'aime mieux que mes héros se conforment un peu à la vérité historique. Et j'aimerais corriger Denis Hérault là-bas. D'Iberville a quitté la Louisiane parce qu'il voulait aller en course contre les négriers anglais. Il n'y a rien de mal dans son dernier voyage. Tout à fait normal. Ben oui, tout à fait. Vous faites du moralisme, cher ami, vous ne faites pas d'histoire à ce moment-là. Si, j'aime mieux comme vous que mes héros soient des saints. Alors, Niche, Chénier est mort dans l'église. Alors, monsieur Niche, vous ne voulez pas le faire de Niche? Merci, messieurs. Le microphone numéro 2.
Bonenfant semblait dire tout à l'heure que son action fut trop minime pour Jean Chénier ou trop courte dans l'histoire. Oui. Mais il ne faut pas oublier que c'est avec son geste, justement, et les patriotes, c'est son geste qui a précipité les événements qui ont suivi, telle l'obtention d'un gouvernement responsable. C'est parce qu'il a été battu aussi que nous sommes encore là à revendiquer et nous lui devons quelque chose. Nous devons lui donner raison. Tout à l'heure, M. Bonenfant, vous disiez tout à l'heure, à part ça, je voudrais placer le mot, que les vieux ou les gens qui devenaient plutôt vieillards... On ne fait pas des héros avec des vieillards. Non, alors le vieux Frontenac, je me demande ce qu'il est venu faire dans l'histoire de la Nouvelle-France. C'est pas un héros, Dieu! Oh! Ben, il en a battu un joli paquet. Je vous donne raison, il est mort jeune, Chénier, tant mieux pour lui. De toute façon, je ne veux pas retourner là. J'aimerais, puisqu'il y a des disciples qui supportent Papineau, je leur demanderais, nous leur offrons de faire la coalition avec le docteur Chénier. Très bien, allez, monsieur, au microphone numéro 1. Chénier n'y gagne pas. Monsieur Hunet, tout à l'heure, avait mentionné que Louis-Joseph Papineau n'a rien fait. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que, justement, Papineau a maintenu une lutte constitutionnelle toute sa vie. Dès 1822, il s'était opposé au Bill d'Union et avait été protesté à Londres, justement, pour défendre les droits des Canadiens français. En 1834, il avait écrit les 92 résolutions, qui étaient la synthèse des plaintes des Canadiens français. Non, mais il les a appuyées assez chaudement. Et puis, ce fut le signe de vitalité pour le peuple. Et puis, justement, c'est lui qui a apporté ce sens du déterminisme historique. L'évolution historique va vers la conquête de la liberté. Et puis, enfin, aux États-Unis, Papineau a écrit « J'ai fait de l'opposition constitutionnelle, je n'en ai pas fait d'autre. Nous ne conspirions pas pour renverser le gouvernement par la force. Nous voulions le guérir par la diète et le régime. » Alors, je crois que... répondre? Merci, monsieur. Oui, je vous en prie. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que j'ai choisi Papineau. Parce qu'un héros légitime au Canada français ne fait rien. Parce qu'ils font face, non, parce que j'ai choisi Papineau parce qu'il pouvait encadrer par des mots plutôt que par des actions les aspirations de la nation canadienne-française. Un type comme Chénier va se faire tuer. Un type comme Papineau va vivre jusqu'en 1871. Merci. Microphone numéro 4. Merci, monsieur. Je voudrais dire que Papineau a quand même fait quelque chose. Il a au moins fait des éclats de voix. Excusez, je n'ai pas compris. Papineau a fait des éclats de voix. Ah, je sais pas, on n'a pas de disque de lui. C'est déjà quelque chose. Puis je voudrais dire que mon événement, eh bien moi, c'est définitivement la conquête. Merci, mademoiselle. Allez-y. Plus fort. Permettez-moi, en premier lieu, mon héros est M. Chénier. Maintenant, M. Bonenfant disait tout à l'heure qu'il n'a rien fait. Ben, j'ai dit, bon, attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'il a été vraiment le héros parce qu'il a fait un coup d'éclat, il s'est dévoué, il a été héroïque, si vous permettez l'expression. Il a été tué, il a eu la chance inouïe de mourir jeune. Disons qu'il s'est combattu. Pour les héros, moi je ne veux pas cette chance. Disons qu'il s'est combattu contre... disons qu'il s'est combattu contre un ennemi qui était à cette époque les Anglais. On ne peut pas considérer l'ennemi aujourd'hui, mais disons dans sa condition, à lui, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Même s'il n'a pas gagné, il s'est donné lui-même. Ce que beaucoup ici, aujourd'hui, essaient de faire. Il y a d'autres de ses compagnons qui ont fait la même chose. Moi, j'aurais une question à vous poser. D'Iberville, lui, qui pendant toute sa vie pourchasse les Anglais aux quatre coins du continent, qui arrive à la baie d'Hudson, voyant 3 navires, cherche à les identifier. Puis lorsqu'il s'aperçoit que ce sont des Anglais, il écrit ceci, voyant que c'était des Anglais, je m'apprêtais à les combattre. Bien, à cette époque, Monsieur Iberville avait la France comme soutien. Permettez-moi, monsieur Iberville avait la France comme soutien. Et monsieur Réel, monsieur Chénier avait pour lui seulement que quelques... La cause de Chénier était plus grande que celle d'Iberville. C'est un aventurier d'Iberville, c'est tout. Je vous remercie, monsieur Bonenfant. Je vous remercie. Maintenant, en plus... Ça va trop loin. D'Iberville est un constructeur d'empire. D'Iberville a vu l'Empire français. Monsieur... Il voulait avoir plus de fourrure que les Anglais, c'est tout. Monsieur Iberville, disons qu'il n'était pas seul pour ça. Et tandis que Chénier était seul dans cette condition-là, parce que... là, vous avez raison. En plus de ça, Monsieur Chénier avait plusieurs ennemis. Non seulement les Anglais, mais l'Église. C'était à ce moment-là, je crois...
c'est pas à discuter. Hein? Est-ce que l'Église était pire que les Anglais, d'après vous? Bien, non, je le dirais pas, M. Bonenfant. Mais disons que pour lui seul, pour certaines personnes à cette époque qui voulaient sauver leur situation ou leur état, c'était idéal que de collaborer avec l'ennemi. Mais ensemble, M. Chénier est une personne, un grand héros. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose. Il a pas parlé. Merci. Donnons la chance à un autre au microphone numéro 4. Durant l'émission, on veuille trouver un héros au Québec en 1968. Cette définition du héros, d'après moi, doit correspondre d'abord à un héros qui a fait quelque chose, à quelqu'un qui a su soulever la masse, à quelqu'un qui a su cristalliser une opinion publique. D'après moi, celui qui normalement devrait être digne de porter le titre de héros en 1968, c'est Louis-Joseph Papineau. Est-ce qu'il soulevait les foules quand il était réfugié aux États-Unis? Quand il se sauvait aux États-Unis? Il faut dire, M. Bonenfant... Il n'y avait pas de radio. Il faut dire, M. Bonenfant, que lors du projet d'union... s'est sauvé, toute fin pratique. Il s'est sauvé. En revenant, il a préconisé l'annexion aux États-Unis. C'est votre héros, ça? Papineau a préconisé l'annexion aux États-Unis. Papineau a eu le tort de ne pas mourir en 1937. Oui. Mais jusqu'à 1837, Papineau avait su quand même cristalliser une certaine pensée politique. Il a vécu 30 ans encore. 30 ans après, malheureusement. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur au microphone numéro 2. Mademoiselle après. Voici, je crois qu'on s'attarde pas mal trop à la considération d'un héros comme un héros militaire. On prend le cas de Pierre Lemoyne d'Iberville. Ben, lui, c'était quelqu'un de militaire, mais il ne faudrait pas oublier qu'en arrière du héros militaire, il y a toujours l'homme politique. Cet homme politique, lorsqu'on le considère, c'est lui qui a vraiment la main sur l'État. On regarde Papineau, dis-je maintenant, on voit que c'est l'homme qui, durant toute sa vie, d'accord, il y a des aspects complexes dans le personnage, mais du début, il a lutté au Parlement, dans le Parti des Canadiens, pour essayer de faire passer son idée. Il a assez réussi. Il a incité le peuple à la révolte. Il n'a jamais rien dit directement. Alors, je crois que Papineau est nettement celui qui doit prédominer, bien qu'il soit sauvé aux États-Unis. Merci, monsieur. Ça va? Microphone numéro 1, mademoiselle. Bon, alors, moi, je suis contre Papineau, parce qu'une de ses devises, c'était « Soyons amis avec le roi, la Constitution et tout le pays tout entier ». Je pense pas que ça représente tellement l'opinion du Québec actuellement. Je sais pas si... À part ça, je trouve qu'ici, au Québec, on devrait se rallier à un événement heureux, un chef heureux, un héros qui vainc, un victorieux, pas un martyr. C'est pas le temps de trouver des martyrs, il faut trouver des victorieux. Alors, c'est pour ça que je suis avec Lemoyne d'Iberville. Microphone numéro 3, ça va depuis 4. Je tiens à manifester ma nette opposition en face de Pierre Lemoyne d'Iberville. Selon moi, c'est un héros d'enfant d'école et avec lui, passant de l'or à d'Iberville, on tombe de Caraïbes en Scylla. D'Iberville est un violent, c'est un homme qui s'est dispersé, qui s'est dilué dans des batailles il savait être inutiles. Tendre, monsieur. Il savait être Je pense que je vais brûler mon Boréal Express. Geneviève Picotée de Belestre, il avait su. Ouais, il a été un salaud dans ça. Bon enfant, trop vieux, je ne comprends plus. Ah, la dentelle. C'est un acteur de Radio-Canada. D'Iberville en dentelle. Justement, d'Iberville. C'est Radio-Canada qui l'a fabriqué. Il est seulement bon à être canonisé. Il peut bien être connu, il a son émission à Radio-Canada. Ben, oui. Mais peut-être qu'il y a du pushing un petit peu aussi. C'est injuste pour les autres. Hein. Justement. Il devrait être concours, là. Hors concours. On était partisans de Riel. Alors, martyr pour martyr, on se rallie à Chénier. Très bien. Microphone numéro 4, s'il vous plaît. Je pense que dans le choix du héros, il ne faut pas tenir compte uniquement de ce que l'individu a fait, mais aussi de ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Or, Chénier, je pense qu'il a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui. Malheureusement, vous avez dit le mot Chénier, c'est faible. C'est terminé et on s'en va. Terminé presque. Nous retournons à nos officiers rapporteurs, à nos historiens rapporteurs, et c'est le résultat final. Allez-y. Monsieur Vallerand d'abord. Alors voilà, les dés sont jetés, le peuple a parlé. En première position, la rébellion de 1837 avec 3249 voix. En seconde position, la conquête avec 1237 et enfin la Confédération avec 771. Maintenant, Denis Héroux pour les héros.
Alors, je voudrais faire remarquer que nous avons reçu plus de 8000 appels et ça continue de rentrer. Les derniers résultats sont les suivants, comme vous le voyez. Le docteur Chénier en première position, 2360. Pierre Lemoine d'Iberville, 1965. Et 64. Et Louis-Joseph Papineau, 1464. Donc, le résultat final, le héros de ce soir, le docteur Chénier. Est-ce qu'on peut demander peut-être aux historiens, dont c'est le rôle de critiquer, mais quand même, le comité Chénier, oui, le comité Chénier a le droit de s'approcher, aux applaudissements des autres, bien sûr. Ben, je vous félicite. Quand même, un bon mot pour Chénier. Je ne sais pas si vous pouvez trouver... Je crois qu'il représente le héros au sens populaire. Moi, j'ai une consolation, c'est que l'équipe du Boréal Express termine cette semaine un dossier sur la rébellion de 37. Alors, on est très heureux de la popularité du sujet. Justement, ça confirme ce que j'ai dit dès le début de l'émission. Le héros doit mourir jeune, il doit symboliser une cause, et quand quelqu'un a donné sa vie, on ne peut pas lui demander de donner beaucoup plus. Et les autres se rallient à Chénier puisqu'on tentait. Monsieur Niche, vous nous disiez quelque chose, non? Ben, Vox Populi, Vox Deo. Est-ce que tous les autres se rallient en principe pour M. Chénier? Vous êtes de la Saint-Jean-Baptiste et vous ne votiez pas au début pour M. Chénier. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord. En autant qu'on identifie un héros, un athlète national qui est mort au moins au pays. Alors, Chénier est, je pense, celui qui est mort à côté de l'église, dans le cimetière. Je suis d'accord avec Chénier à 300 %. Il y en a beaucoup qui n'ont pas parlé. On va causer un petit peu. Oui, oui. Oui. Vous avez bien mérité. Vous. Je vous en prie, on ne vous a pas compris jusqu'ici. Vous voulez? J'aimerais faire une suggestion peut-être assez valable. C'est que l'on suggère, étant donné que ce concours est quand même de qualité nationale, tout le Québec a participé, on a eu des téléphones de partout, j'imagine, c'est que l'on suggère que l'on abolisse la fête de $des Ormeaux pour la remplacer pour Jean Chénier.